Hello, je suis Yasmina, coach mindset et fondatrice de Boost ton potentiel. Après des années de salariat et un passage par la case reconversion pour remettre du sens dans ma vie professionnelle, j'accompagne désormais les entrepreneurs à passer au stade supérieur de leur business et à atteindre leurs ambitions tout en préservant leur équilibre de vie grâce à mon approche holistique qui intègre corps et esprit. Si tu cherches à développer un mindset puissant, à atteindre la réussite et à mettre en place un équilibre de vie, ce podcast est pour toi. Dans chaque épisode, je t'offre une dose d'inspiration et de conseils dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à nourrir ton esprit, élargir ta perspective et tracer ta voie vers le succès. Prête à plonger dans l'épisode du jour ? C'est parti. Hello, aujourd'hui c'est avec une immense joie que je reçois Diane Aubert, hypnothérapeute et sophrologue sur Brive-la-Gaillarde. J'ai rencontré Diane il y a quelques temps déjà et ça a été tout de suite un coup de foudre amical mais aussi professionnel puisqu'on collabore d'une année à l'autre autour de différents ateliers à thématiques diverses et variées. Et avec Diane, c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager, de grandir ensemble. On peut même dire aujourd'hui que c'est devenu une business friend, au-delà du côté vraiment ami. C'est vraiment aussi quelqu'un avec qui j'avance, avec qui on avance main dans la main dans nos projets, dans nos challenges, nos défis. Et aujourd'hui, me tenait à cœur qu'elle ouvre le bal des invités. C'est la toute première. Et j'ai une immense joie, un énorme plaisir de vous laisser écouter ce moment de partage avec elle. Et qui, s'il vous inspire, je vous invite à partager en masse et à liker. Hello Diane. Bonjour Yasmina. Je suis ravie de te recevoir. Tu es la première interviewée sur mon podcast. Je suis trop contente. J'avais, à vrai dire, pensé mettre plus de temps avant d'inviter quelqu'un. Et puis ça a été évident. Je me suis dit, tiens, on va commencer par Diane qui va ouvrir le bal. Diane, si tu commençais par te présenter, je te propose que tu te présentes avec tes mots. Ça sera beaucoup plus pertinent. Et qu'ensuite on raconte déjà comment on s'est rencontrés. Et qu'on discute un peu de nos parcours en tant qu'entrepreneurs, les challenges qu'on a eus, qu'on a dépassés et surtout comment pour que ça puisse servir aux personnes qui nous écoutent. D'accord. Alors pour me présenter, c'est toujours un peu compliqué parce qu'à chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, j'ai toujours quelques temps d'hésitation. En fait, je fais des accompagnements thérapeutiques pour plusieurs problématiques avec plusieurs outils comme la sophro, l'hypnose. Bon, je vais pas faire tout mon CV, mais du coup, en fonction des outils que j'ai, je vais faire ma soupe par rapport à la problématique de la personne et à sa personnalité. Donc ce sont vraiment des accompagnements très personnalisés, de ce que je comprends. Et quel type de problématique est-ce que tu accompagnes en général ? En général, il n'y a pas de général. C'est ça qui est génial de ce travail, c'est que c'est toujours différent. Parfois, il y a des vagues de problématiques un peu similaires. Et encore, j'aime pas bien dire similaires, mais il y a quelques problématiques par rapport à des troubles alimentaires, où là, je vais travailler avec des psychologues, aussi enfin pas en binôme, mais voilà, où j'oriente vers les psychologues et on travaille en complément, parce que c'est complètement compatible. Il faut avoir des problématiques d'anxiété, beaucoup. La question du stress, la douleur. En fait, c'est tellement large que je peux pas... depuis des années que je fais ça, j'ai rencontré des choses tellement différentes. Enfin, que ce soit de la phobie ou de... D'accord, donc il y a la peur, le stress, tout un tas de choses qui fait que justement, c'est ce qui est beau dans ton métier, c'est que c'est varié, t'as pas le temps de t'ennuyer. Ah, pas du tout, à chaque problématique, je réapprends tout parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder chaque problématique. Et du coup, à chaque fois, ça demande un peu de formation et de bien comprendre la problématique pour pouvoir mieux accompagner la personne. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier-là ? Déjà, d'où tu viens ? Quel a été ton parcours avant ? Est-ce que tu as toujours fait ça ou pas ? Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce super métier ? Alors, j'ai commencé dans le commerce, où j'ai passé aussi également 10 ans dans l'immobilier, où je me suis éclatée, j'adorais ça. Plutôt au début qu'à la fin. Je pense qu'au début, j'étais très efficace. J'aimais ce que je faisais et j'étais peut-être même douée pour ça. À la fin, moins, beaucoup moins. Je pense que mes patrons me gardaient parce qu'ils m'aimaient bien. Qu'est-ce qui te plaisait déjà dans l'immobilier ? Parce que des fois, il y a des choses, justement, qu'on a dans nos zones de génie et qu'au final, quand on trouve sa vraie place, on se dit que tout ce parcours-là, il n'a pas été là pour rien. Il nous a servi quelque part.
Ce que j'ai aimé le plus, c'est le contact, pour le coup. Ok. Le contact et justement bien comprendre ce que de quoi les gens ont besoin pour mieux répondre à leurs besoins. Bon, finalement, je fais encore un peu la même chose. Exactement ce que tu fais, ouais. C'est ça. Du coup, j'ai travaillé 10 ans dans l'immobilier. À la suite de quoi j'ai eu pendant mon parcours, j'ai eu des problématiques de santé. On m'a diagnostiqué une première maladie plutôt handicapante. Donc du coup, la maladie de Crohn, où j'ai dû repenser ma façon de vivre. D'accord. Et j'avais beaucoup de douleurs. Et j'ai aussi eu un second diagnostic un an après de la spondylarthrite ankylosante. Donc du coup, c'est une maladie qui peut être soit périphérique, soit axiale. En gros, c'est le dos ou toutes les articulations. D'accord. Donc du coup, j'ai eu le combo gagnant. Et les douleurs, la gestion du stress, le deuil de mon ancien corps, de mon ancienne vie. Parce que alors, je suis... très anxieuse, très speed, trop, beaucoup trop, fatigante du coup. Mon ancien patron me disait toujours Diane, vous faites peur aux gens. Trop d'énergie. Je débordais. Et en fait, je mélangeais peut-être énergie et dynamisme. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la sophrologie. D'accord. Et alors, quand c'est la médecine du travail qui m'a licenciée donc, du coup, de ce travail, donc de l'immobilier. Et quand je me suis dit, il faut que je me reconvertisse. Mais dans quoi ? En fait, l'accompagnement des personnes a tellement été évident, enfin, c'était ma voie. Quand je travaillais dans l'immobilier, mes anciens patrons, à chaque rendez-vous annuel où on fait le bilan, je me prenais toujours le même tir, comme quoi je passais trop de temps à écouter les gens, que j'étais pas assistante sociale, que j'étais pas là pour ça, ce qui était vrai. Mais alors, vraiment, je n'y arrivais pas et je les désespérais. Vraiment. Okay. Du coup, je me suis dit, bah tiens, quelque chose là-dedans, quoi. Puis bon, je me suis renseignée sur plein de choses. Ok. Et du coup, sophrologue, j'ai éclaté de rire parce que je trouvais que c'était... Comment c'est venu cette idée de sophrologue ? C'est toi en ayant recours à peut-être quelqu'un qui t'a accompagné ? C'est là où ça t'a paru évident ? Oui, mais en fait, c'est une sophrologue de Brive. D'ailleurs, je dis ma sophrologue comme si elle m'appartenait. Ça a été un peu une révélation pour moi, ces exercices, cette visualisation. Après, j'ai ma grand-mère aussi, qui est mon guide spirituel, qui m'inspire beaucoup. C'est une femme qui est très résiliente, très positive. Enfin bref, il y a plusieurs facteurs dans ma vie qui m'ont amenée là. Mais en fait, la sophrologie, c'est pas la première chose que j'ai regardée, c'est peut-être la deuxième ou la troisième. D'accord. Et en fait, j'ai éclaté de rire. Enfin, pour moi, c'était évident. Okay. Et je me suis dit, je vais être sophrologue. Et bon, beaucoup de personnes ont éclaté de rire autour de moi. Et en fait, j'ai commencé par l'hypnose, finalement, parce que le temps de chercher, de faire... Parce qu'en parallèle, j'ai dû faire un bilan psychologique avec Pôle emploi pour savoir si j'étais faite pour ça. Et j'étais clairement faite que pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans, 15 ans dans le commerce, on ne sait pas. C'est ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, mais c'est vrai qu'après, l'idée, c'est toujours quand on trouve, on va dire, sa voie, sa mission de vie, c'est que tu pars de toi-même, de tes zones de génie, de tes compétences. Et toi, clairement, c'était ton accompagnement. Qui est vraiment ton point fort. Et après, comme tu disais, quand tu as vécu les choses de l'intérieur, que tu vois comment certains outils t'ont été bénéfiques, là, tu es encore plus apte à proposer tes services à quelqu'un parce que tu sais de quoi tu parles, quoi. Donc, tu y crois fermement. En plus, c'est expliqué par les neurosciences. Il n'y a pas de on y croit ou on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, on sait plus ou moins comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Mais c'est de l'avoir vraiment vécu depuis l'intérieur. C'est pas comme si tu proposais des services que toi-même, tu n'avais jamais mis en place, quoi. Quand tu le vis de l'intérieur, c'est une transformation. Ça t'a amené, tu avais dit, un changement dans ton mode de vie que tu avais besoin de repenser. Tu as vu l'apaisement que ça t'a amené. Tu as vu comment ça t'a aidé à gérer le stress, les douleurs. Et là, tu sais de quoi tu parles, quoi. Donc, tous ces outils aussi m'ont permis de m'ouvrir l'esprit par rapport à des courants philosophiques. Ce qui m'aide énormément, autant dans ma vie personnelle que dans mon travail. Il y a des personnes avec qui on ne fait qu'échanger, puisque j'offre une autre vision des choses. Ouais. Donc je dis pas que c'est la mienne, la bonne, mais en tout cas d'adopter plusieurs perspectives, je pense que ça ouvre un peu... Bien sûr, de toute façon, à partir du moment que tu te lances dans un métier où le développement personnel va être au cœur de la pratique et que toi-même t'es amené à travailler sur ton propre développement personnel, forcément que ça t'ouvre sur une différente philosophie de vie, une façon de percevoir le monde... que peut-être c'était totalement autre chose avant. Que je suis plus tolérante. Ça m'a rendue plus tolérante et je comprends mieux les personnes qui fonctionnent pas comme moi. Et du coup, ça me rend moins obtus
Et oui. Du coup, c'est apaisant parce que je suis moins en colère. C'est sûr parce que au final, quand tu accompagnes quelqu'un, on va dire que la qualité la plus importante, c'est ton écoute active et d'être au plus près vraiment de la personne, de son fonctionnement, en étant impartial, neutre et sans jugement. Donc, on arrive à comprendre qu'il n'y a pas une seule vérité et un fonctionnement universel, absolu, qui est le seul, le vrai, hein, mais qu'à un moment, on est tous complètement différents et que c'est OK, quoi. Forcément, ça ouvre et ça permet d'être plus tolérant. Je sais pas si c'est le mot tolérant, c'est pas un mot qui me... C'est pas le mot qui te convient. Voilà, c'est pas le mot qui me convient, je sais pas par quoi le remplacer, mais t'es plus ouverte. Ah ouais, je pense même plus tolérante, j'étais obtus, comme t'as dit, t'avais tes propres idées, t'en sortais pas. Ouais, j'avais plus de mal à en sortir, quoi. J'avais mes convictions et... je pense que la tolérance, en ce qui me concerne en tout cas, c'est vraiment le mot adapté parce que c'est là que ça me manque. Enfin, je suis quand même tolérante dans mes idées en général et dans mes valeurs. Mais sur le truc de la souffrance, je m'isole pas dans mon truc de j'ai mal, je suis pas bien, je suis malheureuse, j'ai pas de chance. Ouais. Donc voilà, Ces croyances qui viennent au final... en fait, avec les 2 maladies auto-immunes qui me sont tombées coup sur coup, plus d'autres problématiques de vie, oui, j'avais tendance à penser que j'avais la poisse, en fait, que j'avais pas de chance et... Bon, ce qui finalement n'a pas du tout été... On y reviendra plus tard, mais... Mais après, c'est vrai qu'en fonction de nos expériences, forcément, tu peux être amené à développer des croyances qui vont te limiter ou au contraire t'aider à aller de l'avant. Et justement, c'est le travail que tu as dû faire, notamment grâce à tes outils. Mais on y reviendra plus tard. Mais du coup, ce que je te propose, c'est qu'on raconte aussi comment on s'est rencontrés. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés ? En février. Alors, moi, la date exacte, je ne saurais pas dire, mais peut-être en février 2022. Oui. Je suis perdue. C'était il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était pas l'année dernière, vu qu'on a fait... Non, si, dans la foulée, t'as raison. C'est peut-être il y a... Ah oui, ça fait un an. Février 2023. Donc l'année dernière, un peu plus d'un an, là. Et oui. Ça passe vite. J'ai l'impression qu'on a vécu 10 000 vies entre-temps. Tellement on a eu de projets communs, qu'on s'est vus, partagés. Et du coup, février, tu m'as envoyé un message en te présentant. Et alors moi j'avais juste vu que tu faisais du yoga en fait, donc j'avais pas très bien compris ce que tu faisais. Ok, t'avais pas tout regardé. J'avais pas tout regardé, je me suis dit, du yoga, pourquoi, pas mal, ça peut être sympa de faire une collab là-dessus, on va voir. Mais si tu te souviens, ce que je t'avais partagé, mais je sais pas si tu t'en rappelles, c'est que, alors t'as commencé par me rajouter sur Facebook en ami, et moi le matin même au réveil, je me suis dit... Bon, ça serait bien que je me mette à collaborer. Je vois bien un partenariat avec une sophrologue. Ah oui, c'est possible, tu m'en avais parlé, oui. Donc aujourd'hui, j'ai envie de chercher une sophrologue. Et ce jour-là, bim, t'arrives avec ta demande d'amis que j'accepte. Et du coup, je t'envoie le message dans la foulée. Donc je me dis, une super synchronicité. Donc moi, je crois... je sais pas si on appelle ça de hasard, mais si les choses arrivent à ce moment-là, qu'il y a eu cette synchronicité, c'est que tu étais la bonne personne. Ce qui fait que j'ai pas du tout hésité à t'écrire tout de suite un message et à te rencontrer. Moi, je pensais que tu démarchais toutes les sophrologues, ça, je m'en souviens. Eh ben non, mais pas du tout. J'avais l'idée, mais au final, t'es arrivée au bon moment. Oui. J'ai aimé l'énergie que tu dégageais et je me suis dit, tiens, on va déjà commencer par se rencontrer, voir un peu ce que ça peut donner. Et au final, ça a été un gros match, quoi. Oui, tu m'as donné l'impression de quelqu'un de très carré, très pro, avec plein de mots que je comprenais pas, des anglicismes, et je me suis dit, waouh, elle sait de quoi elle parle. Et je me rappelle que tu avais été presque intimidée, je sais pas comment tu avais dit ça, mais t'arrivais pas à me cerner. Je suis arrivée au rendez-vous, en plus je suis arrivée en retard, comme d'habitude, mais tu me connaissais pas, donc tu aurais pu le prendre comme un manque de respect. Oui, je suis arrivée un peu en speed et tout, et c'est vrai que j'avais pas... C'était des vocaux, on avait changé des vocaux, j'avais pas forcément l'image d'une professionnelle... avec des pistes, enfin tu sais où tu vas en fait. Et je sais que c'est le truc que je me suis dit waouh, en tout cas elle envoie quoi, elle en met. Elle est déterminée, elle sait où elle veut aller. Disons t'inspires confiance, du coup je me suis dit à faire une collab avec quelqu'un qui est un peu carré, qui sait où il va. Moi ça m'inspire confiance étant donné que je suis un peu plus... Quel est le terme positif pour ça J'y vais au feeling. Un peu plus artistique. Mais au final, il faut un peu des deux. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se complétait. Et malgré toi, comment tu te perçois ? Moi, je te vois quand même comme structurée. Tu sais aussi où tu vas. Et t'es une fonceuse, quoi. Quand on a un projet, je sais que tu passes très vite à l'action, qu'on met très vite les choses en place. Et il y a un dynamisme, en fait. On s'entraîne l'une l'autre dans nos projets pour que ça aille vite, que ça prenne vite... forme et que ça se mette bien en place
Et ouais, du coup, après, il y a eu un gros match amical au-delà du côté partenaire. Vu que on a tissé des liens très rapidement, des vrais liens profonds, tu vois. Donc, on a l'impression de se connaître, je pense, depuis plus longtemps qu'il en est. Et puis voilà, gros coup de cœur. Mignon. Enfin bon, et du coup, si on revenait, donc t'as choisi ton métier, et donc au-delà du cœur de métier, quand on se convertit ou qu'on entame un parcours entrepreneurial, c'est un autre métier dont on n'a pas forcément conscience au démarrage et qu'on a encore besoin d'apprendre, c'est le métier d'entrepreneur. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu en avais conscience ou est-ce que du challenge que c'était? Moi, ça, c'était moins un challenge parce que déjà, par ma formation en commercial et tout ça, c'est pas ce qui m'a fait peur. Okay. J'y ai pas trop réfléchi, j'avoue. Ok. Moi, pour le coup, c'était plus le syndrome de l'usurpateur. Ah, de l'imposteur, oui. L'imposteur, voilà. J'ai jamais le bon. Je suis Jean-Michel à peu près. Et du coup, ça se ressemble. C'est pas tant sur le côté entrepreneuriat, c'était vraiment sur le cœur du métier, moi, où j'ai vraiment eu ça. Où effectivement, il y a des formations où je me suis, parce que j'ai fait beaucoup de. J'ai utilisé plusieurs pistes parce que je voulais les bonnes formations, parce que je voulais pas des trucs, je voulais pas démarrer avec quelque chose de précaire, parce que l'idée c'est d'accompagner les gens et de pas faire n'importe quoi. J'ai eu beaucoup de mal parce que les formations qui étaient correctes à mon sens, c'était vraiment des formations où c'était que des médecins, des infirmières ou alors, du coup moi j'arrivais en tant qu'agent immobilier et du coup j'ai dû m'armer plus et j'ai beaucoup plus étudié que tous ceux qui arrivaient à ces formations, où j'ai étudié j'ai piqué des cours à des psychologues qui ont bien voulu m'en filer. Enfin bref, j'ai passé 2 ans à me bourrer le crâne dans tous les sens avant de commencer en tant qu'hypnothérapeute, donc sophrologue. Donc c'est plus là où ça a été pour moi le gros challenge. Après, le côté auto-entrepreneur, j'ai pas réfléchi et j'ai pas vraiment... Quand ils nous ont dit pendant la formation, vous êtes 2% à sortir de cette formation, en tout cas pour la sophrologie, vous êtes 2% à sortir de là et à pouvoir monter votre cabinet derrière et vivre. Moi, je me suis dit, c'est chaud pour les 98 autres. À aucun moment, je me suis dit alors que j'avais rien de plus que les autres. D'accord. À part cette façon de penser, peut-être, de me dire, non, je vais être dans les 2%, je pense que c'est la seule chose que j'avais de plus. Parce qu'on avait d'autres qui étaient très brillants, et voilà. Enfin, après, je connais pas forcément le parcours des autres. Celles avec qui j'ai copiné réussissent très bien aujourd'hui. Tu es allée au-delà d'un élément statistique où tu t'es dit, en fait, je suis pas concernée. En fait, à partir du moment où tu étais déterminée et que tu gardais ton objectif en vue, tu savais que tu allais y arriver, quoi. La question se posait pas, en fait. Tu allais te donner les moyens. Je me la posais pas, en tout cas. Voilà. En fait, quand j'ai un objectif, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas comme ça, c'est que c'est autrement, du coup. Si je peux pas passer par la porte d'entrée, je passe par la fenêtre. Exactement. Donc, du coup, je me dis pas, et si ça va pas marcher? Je me dis comment ça peut marcher. Exactement, mais c'est ça que j'appelle le mindset de l'entrepreneur qui réussit. D'accord. C'est dans le sens où il y a beaucoup de personnes, au-delà du syndrome de l'imposteur, mais on va y revenir, ça vient plus toucher au côté confiance en soi, estime de soi, qui vont justement avoir cette peur de l'échec qui peut souvent paralyser. Donc c'est soit les peurs, de toute façon, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il y en a peur de l'échec, peur même de la réussite, ça peut paraître surprenant, mais je pourrais en parler pendant des heures, donc là aujourd'hui c'est pas le sujet. Peur aussi du regard des autres, du jugement, quand tu changes de voie par exemple aussi, tu vois, après une reconversion, que tu as rigolé, mais que les autres aussi ont rigolé, c'est qu'il y avait peut-être une sorte de... Non mais elle a craqué. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Diane? Aucune crédibilité, tu vois, donc il y avait quand même... ça, où tu es arrivé quand même à dépasser toutes ces peurs, toutes ces croyances que ça peut peut-être impliquer, et tu t'es dit, au final, tant que je suis convaincue par mon objectif et que je suis déterminée, effectivement, il n'y a pas d'échec. Oui, il y a des leçons, c'est bateau de le dire, mais si ça marche pas, c'est pas la destination le problème, c'est plutôt le chemin. Et si ça fonctionne pas comme ça, comment je peux faire autrement? Donc il y a quand même cette capacité à savoir se remettre en question, à savoir prendre du recul et de se dire, bon allez, je me mets un peu plus en position méta, en position d'observateur, et se dire, là ça fonctionne pas, pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Donc là je peux continuer dans ce sens, mais là si ça marche pas, c'est qu'il y a une autre façon de faire. Tant que, c'est ce que je dis aux gens, moi c'est continuer, l'objectif ne le changez pas, c'est le chemin. Et après quand tu parles de donc syndrome de l'imposteur,
Donc ça vient beaucoup toucher à l'estime de soi, la confiance Ce mot, en je soi. l'oublie toujours. En plus, je pense que ça en dit long. Toujours. Je suis dans le déni. Non, mais même pas, parce qu'au final, tu as quand même bossé. Et le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup de gens qui le travaillent en mode faut gagner confiance en soi, non. Donc, se rendre compte de ses forces, ses qualités, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Est-ce que tu as fait déjà un travail dans ce sens-là? Parce que moi, je vois quand même des qualités, des bienfaits au syndrome de l'imposteur. C'est ça, vu que d'un côté, tu m'as dit, ça m'a permis d'étudier plus, de me renseigner, de me former. En fait, c'est ça qui t'a permis de prendre ta place, de se sentir crédible, légitime. En fait, oui, je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé parce que pendant que les autres, notamment à la formation d'hypno, les autres peut-être sortaient, allaient boire un coup. Non, moi j'étais dans mon Airbnb, je me rappelle que je bûchais. Et en plus, ça me passionnait, quoi. J'adorais ça. Ouais. Donc, oui, à chaque session, c'était vraiment. C'est quelque chose de passionnant, je trouve. Enfin, moi, dès qu'on parle un peu du cerveau, du système du cheminement neuronal, les hormones, alors là, ça me rend toute... Et c'est tellement complexe, parce qu'effectivement, je suis pas endocrinologue, je suis pas médecin, je suis pas... Et je trouve que le sujet est tellement vaste que c'est quelque chose de satisfaisant de savoir que j'aurai jamais assez de toute ma vie pour tout comprendre. Et alors, du coup, ça me stimule. Je comprends ce que tu veux dire. Tu te dis, en fait, c'est la croissance personnelle, dans le sens... qu'on est toutes les deux curieuses intellectuellement, qu'on a cette soif d'apprendre, ça nous fait évoluer, on se nourrit. Oui, mais pour les sujets qui nous intéressent, forcément. Ouais. Mais en fait, c'est toujours sans fin que tu te dis, est-ce qu'on a assez dans une vie pour... Non, c'est sûr. Et au final, t'apprends pour toi parce que ça te nourrit, t'es contente, et en même temps, ça t'aide à être encore... mieux placée pour accompagner toujours, en expliquant au mieux, en amenant toujours de nouveaux outils. Et du coup, c'est génial. Et tout ça pour dire, en gros, le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être au final ce qui pousse vers l'excellence. Ça dépend des cas, parce que tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Voilà, si on réagit de la bonne façon et qu'on comprend ce que ce manque d'estime, je vais l'appeler comme ça, nous fait passer aussi comme message. C'est que peut-être on a besoin de se perfectionner sur certains sujets et peut-être que c'est ce qui va contribuer à mieux s'estimer pour avoir confiance en soi. On l'explique la différence entre estime de soi et confiance en soi, peut-être? Oui. Brièvement. Ça peut être pas mal. Après, on n'a jamais les mêmes définitions toutes les deux à chaque fois. Donc, pour moi, il y a la notion d'avoir confiance en ce qu'on est et en ce qu'on fait. Exactement. Mais c'est exactement ça. En fait, pour moi, l'estime de soi, c'est moi, comment je m'estime, comment je me perçois. Sachant qu'il y a le comment je me vois, comment je pense être perçue et comment je suis réellement perçue. Hein. Et donc ça, c'est le premier pilier de la confiance en soi. Le deuxième, c'est le rapport aux autres, donc comment je pense être perçue, la peur du jugement, de la critique, etc. Certaines personnes, des fois, ont peu confiance en elles au point d'avoir le sentiment de devoir jouer un rôle pour être acceptée, aimée, ce qui est dommage parce que des fois, quand on se rend compte vraiment de sa valeur, de ses forces, etc., en fait, quand tu sais que tu es à ta juste place et que tu es déjà génial comme personne, en fait, on n'a juste plus rien à foutre de ce que les autres vont penser. Oui. Parce que tu te dis... Après, il y a quand même le besoin d'appartenance. Oui, bien sûr, mais du coup, en fait, à partir du moment où tu t'estimes comme assez, tu peux être apte à te dire, les gens qui m'acceptent, et même pour ce que je suis et ma façon d'être. Et ceux qui ne m'acceptent pas tel que je suis, en étant tout dans mon entière authenticité, en fait, je m'en fous, c'est qu'on n'est juste pas fait pour matcher. Et je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Parce que ça se travaille quand même. On a plusieurs facettes. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu te comportes pareil avec tous tes amis? Non, je suis totalement d'accord. Moi, j'adore ce débat en plus. On a des comportements différents avec tous nos amis. Mais enfin, me concernant, je n'ai pas l'impression de jouer un rôle avec chacun. On a plusieurs facettes qui vont s'exprimer différemment selon l'interlocuteur qu'on a. Après, je n'ai pas l'impression de jouer un rôle et de renier ma personne, quoi. C'est en fonction des contextes. Sans jouer un rôle ou sans renier sa personne, moi je peux avoir des problématiques dans le sens où j'ai des amis de longue date et pour qui je suis toujours un peu impulsive, excessive, speed... tout ça fait partie de moi, je suis comme ça. Mais c'est des réactions que j'ai plus aujourd'hui. Et on me colle encore l'étiquette de cette
de cette époque-là. Oui. Et je pense que parce que ces amis-là, ça les rassure de me voir comme ça, parce que je suis la Diane qu'ils connaissent. Et du coup, parce que la vie fait qu'on se voit moins régulièrement, moins souvent, et que ces personnes-là m'empêchent d'être, moi maintenant, avec eux. D'accord. Enfin, ils ne le perçoivent pas. Mais ça te pousse pas à être... Oui, voilà, ils ne perçoivent, pas. Ça veut pas dire que tu vas faire exprès d'être impulsif pour venir correspondre à leur vision d'avant. Pas du tout, et encore quoique, je peux faire le clown là-dessus, je peux faire le clown là-dessus, mais non, pas spécialement. Mais je sais qu'il y a des personnes que je vois moins souvent et que j'adore, mais finalement ça me va parce que c'est vrai que j'ai pas ce nouveau... Il y a un décalage, en fait. Ils m'ont pas vu évoluer. Et je pense que moi non plus, j'ai pas dû les voir évoluer, changer. Et que du coup, c'est là où il y a plusieurs facettes. Qui des fois même viennent nous conforter dans une croyance qu'on a par rapport à soi-même. Si je prends un exemple, on nous a collé plus jeune une étiquette de t'es timide. Oui. Moi, j'en connais plein qui, à l'âge adulte, à des âges quand même plutôt bien avancés, qui ont eu le temps de vivre et d'évoluer, ils gardent ça en tête, cette étiquette « je suis timide ». Déjà, moi, j'aime pas dire « je suis », c'est comme si ça te définissait, c'est plutôt « j'ai des difficultés à parler en public, j'ai des difficultés à me faire entendre, je sais pas », voilà. Mais à partir du moment où la personne évolue, des fois, elle se perçoit plus de façon objective, elle garde cette étiquette-là, alors que vu de l'extérieur, des fois je vois la personne, je fais mais tu rigoles, t'es allé dans un groupe, il y avait 50 personnes, tu discutais avec tout le monde, t'avais l'air super à l'aise, t'étais pas dans ton coin, les bras croisés, à regarder ce qui se passait autour, quoi. Et des fois, il faut aller même sonder les autres et leur regard pour se dire, ah bah ouais, en fait j'ai évolué. Tu penses être timide, être perçu comme timide, mais des fois, t'es perçu complètement différemment. Oui, t'es perçu différemment, mais surtout que la timidité a plusieurs masques. Oui. Il y a les personnes qui s'effacent, qui sont totalement introverties, on ne les entend pas. Il y a les personnes qui vont peut-être se faire remarquer autrement pour montrer ce que les autres, ce qu'ils ont envie de montrer aux autres, mais qu'on n'aille surtout pas gratter ce qu'ils n'ont pas envie de montrer. Enfin, ça, on est bien d'accord. Il y a plusieurs façons. Après, juste le fait d'arriver à aller vers les gens, discuter, tu vois, échanger. Pour moi, je me dis, déjà, il y a ça. Alors que la personne, avant, elle se disait, non, en fait, je reste dans mon coin. Je parle à personne. Et comme une fois, je pense à quelqu'un qui a énormément d'énergie. Vraiment beaucoup, très dynamique. Et très solaire. Et c'est, pour moi, une énorme qualité. Mais pour elle, c'était, je suis fatigante pour les autres, c'est trop. Et au final, c'était dans un groupe justement que j'avais accompagné. Et en allant au contact des autres, où on se disait, en fait, on avait fait un petit exercice où tu allais voir comment tu étais perçue par chacune des personnes présentes. Et en fait, elle se rend compte que ce qu'elle considérait comme son plus gros défaut, c'était sa qualité number one. Ouais. Elle dit, mais c'est trop bien. C'est pour ça que c'est important, travailler son estime de soi-même, mais aussi comment on est vu. Voilà, la peur du regard de l'autre, du jugement. Et souvent, quand on se reconvertit professionnellement, c'est quelque chose qui peut être assez pesant. Et le dernier pilier, du coup, de la confiance en soi, c'est le rapport à l'action. C'est que déjà, quand tu es entrepreneur, tu es obligé de mettre des choses en place. Si tu ne fais rien, il va rien se passer. Je pense que j'étais très entourée pour ça, moi. Ok. Mais du coup, si tu n'as pas confiance en toi, en ta valeur, en tes capacités, des fois, tu peux avoir du mal à passer à l'action et te cacher derrière tes peurs. Est-ce que toi, tu as eu certaines peurs, justement, quand tu t'es lancée? Le truc le plus absurde. Ouais. Le truc le plus... C'est drôle, mais ce qui vraiment m'a mis la trouille au ventre, c'est de créer la micro-entreprise, c'est-à-dire avoir le numéro SIRET et tout ça. Je te comprends, je suis passée par là aussi. Mais ma meilleure amie a dû me tenir la main. C'est-à-dire, écoute, si tu veux, déjà je voyais ça comme une montagne, tout ce qui est administratif, peur de me tromper, peur de faire une bêtise, peur. Et donc du coup, trop bloquée. Et en fait, oui, j'ai demandé de l'aide. Du coup, j'ai ma meilleure amie qui, elle, est à son compte aussi. Alors, du coup, pas en micro-entreprise, à l'époque. Et c'était pas du tout le même domaine. Mais c'est une tête. Cette fille, elle est hyper intelligente. Et tout ce qui, pour moi, peut être une montagne, pour elle, c'est super simple. Et du coup, elle m'avait dit, mais Diane, c'est simple. Il y a rien de plus simple. Elle, ne comprenant pas, elle m'a aidée. Et du coup, c'est là aussi où j'ai peut-être appris
à recevoir de l'aide, parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise à la base. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est important parce que là où tu as du mérite, c'est que t'es pas resté derrière tes peurs. Et là où tu n'arrives pas à y aller toi-même, tu vas chercher des gens qui vont être ressources pour toi et qui vont t'apporter leur aide. Et c'est déjà énorme de savoir s'appuyer sur le soutien social. Moi-même, je te comprends totalement. Je flippais. C'est vrai. Mais c'est bien, c'est un papier, c'est trois clics. Alors, je comprends le côté administratif. J'ai tendance souvent à procrastiner parce que c'est vraiment pas dans ce que j'aime faire. Je déteste ça, c'est horrible. Mais en même temps, tu te dis, une fois que l'entreprise elle est créée, ça y est quoi. Ça y est, c'est le début et là t'as pas le choix, faut que tu y ailles. Oui. Et comme toi, moi j'avais ma coach, donc moi je m'étais formée au coaching, après à la création d'entreprise. Et donc la personne qui m'a accompagnée en création d'entreprise, c'était aussi la personne qui m'a coachée par la suite. Et elle a été d'un grand soutien. Et le jour où t'as juste ton papier INSEE avec ton numéro de SIRET, t'as l'impression d'avoir fait un truc de fou. C'est le truc. Et au final, tu te dis, en fait, ça se fait juste en 3 clics, c'est pas compliqué. Mais après, c'est vraiment toutes les peurs que ça implique derrière. Oui, c'est un engagement. Voilà, c'est un engagement. Et tu te dis, est-ce que si je le tiens pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, je sais pas, moi, me concernant, ce que je constate beaucoup, c'est beaucoup tout ce qui est peur de l'échec. De toute façon, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ok, mais si je suis pas à la hauteur, au final, de ce à quoi j'aspire... Alors, ça me concerne pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de la réussite dans le sens, imagine, ça va beaucoup trop vite et je suis pas à la hauteur pour gérer le trop de clients. Oui. Il y a la peur du jugement. Alors, la peur du jugement dans plein de sens. Déjà par rapport à quand tu as changé de métier ou c'est le genre de métier que tu as choisi. C'est la crédibilité. Exactement. Le manque de crédibilité, ça, j'avais très très peur. C'est ça le regard, le jugement. Et voilà, en général, ce sont vraiment toujours les mêmes peurs. Et surtout que si tu as des gens qui, au début, ne croient pas en toi et que tu as peur d'échouer, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire si je leur montre qu'ils ont raison. Je me suis même pas posé la question non plus. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire une fois que ça fonctionnera? Est-ce qu'ils arriveront à... Ouais. Et moi, puis en fait, je m'en fiche maintenant que ça fonctionne et que, effectivement, maintenant j'ai quelques années de recul. Bien sûr. Et c'est quelque chose dont je me fiche complètement finalement aujourd'hui. Moi, c'est vrai que le regard des autres, c'est pas du tout ce qui m'a pesé. J'avais déjà eu des réflexions du genre t'as qu'à tenter, si ça marche pas tu retrouveras un travail, mais en fait comme toi j'étais tellement déterminée, mais vraiment, mais convaincue que je retournerai jamais au salariat, il est hors de question. Je me suis posé la question moi quand même. Alors des fois, est-ce que c'est des fois ou parce que des fois il peut y avoir des moments de découragement où tu te dis... Alors il y a l'aspect financier où il y a eu un couac pendant ma grossesse, où j'ai pas eu la CPM, il y a eu des soucis. Et alors en fait j'ai repris exactement là où j'en étais, j'ai pas eu besoin de faire grand chose en fait, j'ai eu cette chance là de pouvoir repartir direct de là où j'en étais. Par contre, ici il y a eu parce que mon mari aussi a des projets, donc du coup nous on fait que baisser en salaire en étant plus heureux. C'est le plus important. Là aujourd'hui ça roule et la question se pose plus, mais il y a un moment donné où lui pendant 2 ans il m'a accompagnée dans ce truc de formation pour que je puisse développer ce métier que j'aime maintenant. Et donc c'est 2 ans pour que je puisse apprendre, me former, tout ça. Ensuite 2 ans de plus, le temps que ça fonctionne. Donc 3 ans même. Et à mon tour de lui rendre l'appareil dans ses projets à lui. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça va peut-être pas suffire. Peut-être qu'il faudrait. Mais sauf que ça, c'est mon métier principal. C'est mon travail. Donc après, la question s'est posée. C'est normal de se poser la question. Alors moi-même, tu vois, c'est un travail que j'ai fait en amont quand je me suis dit, en fait, t'as toujours su que t'allais entreprendre. Et le jour où c'était vraiment le moment, j'ai fait beaucoup ce travail de, ok, tu pars sur un truc où t'as pas cette sécurité financière que t'avais avant, etc. Et quand j'ai fait mon scénario méga catastrophe, c'est qu'est-ce qui se passerait au pire des cas, tu vois, on revient à la peur. Je me suis dit, au final, ça va. Tu vois, j'ai les ressources... Quand je parle de ressources, c'est pas financière, c'est plutôt j'ai les capacités de rebondir assez rapidement. Si j'ai besoin de trouver un travail pour dépanner, ça sera ok. Mais moi, quand je parle de jamais je retournerai au salariat, c'est dans le sens abandonner totalement mon projet et pour redevenir salarié à temps plein toute la vie. D'accord. Tu vois, moi, c'était hors de question. Et après, beaucoup de gens que j'accompagne aussi et qui ont peut-être besoin au démarrage d'un mi-temps ou de lancer peut-être un side project leur entreprise à côté, comme ça ils ont un salaire, ils sont sereins. C'est ok et je leur dis mais voyez-le aussi comme un moyen
c'est le moyen d'atteindre tes objectifs d'entrepreneur pour t'accomplir, te réaliser dans vraiment ta mission de vie, quoi, le truc pour lequel t'es fait. C'est un courage de fou. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment, tu te bats pour ce en quoi tu crois vraiment. Et ouais, pour moi, c'est un moyen, c'est ok, mais c'était dans le sens, j'étais trop convaincue que non, j'étais à ma place et que je pense que c'est pas j'y arriverai. Voilà. Je pense qu'il y a aussi il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, qui des fois nous dépassent. Je pense que, enfin, je suis complètement pro, on est responsable de ce qui nous arrive, mais des fois il y a quand même des facteurs qui font que ce qui nous arrive, nous on a un peu plus de difficultés, donc il faut composer autrement. Après, disons qu'on peut pas, on n'a pas le contrôle sur tout. Non. On ne peut agir que sur certaines choses. Ouais. Et l'idée, c'est que le reste, on a une capacité d'adaptation, on évolue avec ce qui vient et ce qu'on ne peut pas prévoir, contrôler. Je crois même que tu t'es lancée pendant le Covid, si je ne me trompe pas. Un peu avant. Un peu avant, C'était quelque chose déjà que tu ne pouvais pas prévoir. Après, ça devait être un super challenge. Ah, super. Alors, super peut-être pas, mais ça a dû être un gros challenge. C'est une constante pour toi. dans ma vie. C'est-à-dire que, alors avant l'immobilier, j'ai travaillé dans la photo. Bim, l'arrivée du numérique. Ok. D'accord. Grosse baisse. J'arrive dans l'immobilier, bam, crise financière. Ouais. Ah bon, ok. Donc c'est-à-dire que j'arrive toujours au moment où ça va être un peu plus compliqué. J'ai commencé en 2019. Ouais. Et le Covid arrive en 2020. J'ai été confinée au départ, je ne pouvais pas travailler. Et le deuxième confinement, selon le syndicat d'hypnose, je ne pouvais pas travailler, mais selon le syndicat de la sophrologie, je pouvais travailler. Et je ne savais pas quoi faire. D'accord. Et alors, comme j'étais dans un cabinet avec une orthophoniste qui, elle, on pouvait travailler, mais bon, elle avait mis en place tout ce qu'il fallait au niveau de tout le protocole. Il fallait aérer entre chaque personne, laisser la salle d'attente, du coup, ne pas laisser accès, donc vraiment espacer les rendez-vous. En fait, j'ai pu m'adapter, donc je travaillais tout en m'adaptant avec une vitre... Tout ça, le masque, c'est merveilleux pour travailler avec de l'humain, le masque. Pour le langage corporel, ça va, mais alors le visage, c'était dur. Donc oui, c'est vrai que c'était pas... C'est vrai que c'était surtout la période de confinement, je pense, qui a dû être difficile parce que tu sais pas combien de temps ça va durer, comment ça va se passer. Après, quand tu reprends une activité, malgré tout ce qui a été mis en place, tu te dis, c'est ok, déjà, je peux continuer. Mais ça devait être... j'imagine assez stressant. En fait, c'est pas tant, parce que comme c'était le début de mon activité, j'avais pas encore, j'étais pas débordée comme je peux ressentir des fois aujourd'hui. Ou quand j'aime pas avoir de l'attente dans mon planning. J'aime bien pouvoir prendre les gens vite. Bon, là, à l'époque, je me posais pas la question. C'était évident que je pouvais les prendre rapidement, un peu plus, quoi. Et du coup, j'ai profité pour travailler ma communication. J'en ai profité pour apprendre d'autres trucs. Et j'ai même appris des choses à d'autres personnes. J'ai une amie à moi qui a fait une formation de coach à ce moment-là. Non, c'était juste après qu'elle a fait sa formation de coach. Bref. Et je faisais des vidéos avec des espèces des explications. Et je m'éclatais à lui faire. Et je pense que quand on apprend quelque chose à quelqu'un, on le réapprend mieux. Exactement. Et du coup, parce que tu y mets les mots, tu essaies de vulgariser en gros pour que ce soit facilement accessible. Mais du coup, en fait, tu as une capacité de résilience qui fait que tu prends les choses comme elles viennent et tu as en capacité de dire, bon, ok, ça se passe comme ça, mais qu'est-ce qu'il en ressort de positif? Tu vois, tu peux peut-être pas trouver des clients, faire des rendez-vous, mais tu peux mettre ce temps dans autre chose. Donc, c'est ma qualité, celle-ci, c'est la résilience. Mais je sais pas si j'en ai beaucoup, mais celle-ci... Bien sûr que t'en as beaucoup, tant mieux. mais en fait, c'est celle que je reconnais volontiers dans plein de sphères de ma vie, parce que des fois, j'ai des qualités. Je peux être très patiente dans certains domaines, pas du tout dans d'autres, jamais. Et oui, pendant ma formation EMDR, j'avais rencontré une psy qui m'avait dit que j'étais très résiliente. Oui, je suis très résiliente. Bah oui. Et je pense que depuis, ça a amplifié cette mais en fait, juste qualité. De conscientiser justement ces qualités, tu gagnes en confiance, en estime. Et en fait, tu t'en rends tellement compte que le jour où tu as besoin de faire appel à cette ressource-là, de la mobiliser, tu le fais encore plus en... Je sais pas comment dire, t'es confortable dedans, s'appuyer, c'est solide. Tu sais sur quoi t'appuyer, t'es pas perdu, quoi. Tu sais que t'as les ressources pour et c'est ok. Donc, top, trop bien. Est-ce que t'as dû faire face à d'autres défis, challenges quand t'as entrepris ou peut-être encore aujourd'hui? Mais de toute façon, c'est sans fin. C'est sans fin. Oui, mais du coup, c'est mon corps, les problématiques de santé que j'ai eues. Alors, parce que du coup, j'ai choisi ce métier-là
parce que je sais que j'ai pas de rigueur et que je me suis dit bon bah là je vais devoir faire des exercices pour J'adore calmer les t'entendre gens. dire j'ai pas de rigueur, c'est voilà comment elle se perçoit, mais moi qui travaille avec elle, c'est vrai, je vois de la rigueur dans ce que tu fais. Non, tant que je m'éclate, j'y vais. Oui. Et si ça m'éclate plus, je me lasse et j'arrête. Mais ça, c'est important, tu vois. Moi, mais je me lasse très vite. Des personnes, oui, mais après, ça dépend de quoi tu parles. Si c'est vraiment le cœur de ton métier, ce que tu kiffes vraiment faire, des projets qui t'enthousiasment, enthousiasme. Oui. Bon, bref. Bah, du coup, en fait, t'es dans le flow, t'es dans le plaisir, donc tu te poses pas de questions. Et si tu te forces à avoir de la rigueur dans un truc qui te parle pas, ben forcément que non, il y a un juste milieu, mais pour moi la rigueur c'est avoir la capacité à se tenir à quelque chose. Enfin, je suis la reine de la procrastination aussi, mais du coup je me connais maintenant, j'ai bossé dessus, mais en fait, pour moi, avoir de la rigueur, c'est avoir la capacité de se mettre un coup de pied au derrière et de dire allez, là j'y vais. Et une fois qu'on y est, on y est. Bah, exactement comme on travaille la procrastination. Ouais. Mais voilà, moi là où je procrastine, c'est faire mes factures, tout ce qui est administratif. Un truc, parce que c'est pas ce qui te plaît. Ah non, pas du tout. Je suis toujours à la vue. Après, disons qu'il y a des choses, tu peux pas t'en passer, mais faire tes factures, l'administratif. Alors moi, je m'en passerai. Hein. C'est pour mes suivis, ils en ont besoin pour les mutuelles. Trouver des solutions, tu vois, autres délégués, je sais pas, voilà. Ouais. Mais en général, ou sinon à un moment tu te dis bah oui, là j'ai besoin de faire preuve d'autodiscipline, de rigueur, c'est voilà tel moment. Là les trucs qui me plaisent pas mais du tout, quand ça plaît pas, c'est obligatoire. Mais et c'est pour ça que souvent on te dit ouais, il y a plein de gens qui entreprennent, qui veulent être libres, mais dans cette liberté tu choisis aussi ta contrainte. Tu vois, si on procrastine souvent, c'est que soit il y a des peurs, soit que c'est pas aligné avec nos valeurs, soit il y a un truc qui cloche forcément. Donc à un moment, si tu comprends le pourquoi, bon après c'est soit tu peux t'en passer, soit tu réajustes ta façon de faire, soit quand tu ne peux vraiment pas, bah t'as pas d'autre choix que de faire toi-même ou faire à quelqu'un qui adore ça. Hein, je sais pas, il y a plein d'assistantes administratives qui prennent juste à quelques heures. Je sais pas, oui. Voilà. Mais en gros c'est pour dire, il y a toujours des solutions à partir du moment où on se dit bon bah si tu veux pas faire toi-même, voilà. Mais on a tous des trucs qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Oui, mais je pense que la rigueur, c'est la capacité à quand même faire même les trucs qu'on aime un peu moins. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai pas. Et alors, pour autant, je suis la première à dire à mon fils, à mon grand, tu manques de rigueur, il faut que tu sois plus rigoureux. Alors je lui dis, mais en fait, il me ressemble juste. C'est hyper hypocrite. Mais, après, tu vois, une fois j'ai travaillé sur ça. On n'est peut-être pas rigoureuse sur quelque chose, mais complètement sur autre chose. Donc de se dire, en fait, j'arrête de me définir comme une personne pas rigoureuse. C'est juste que dans ce domaine-là, je ne le suis pas parce que je déteste. Hein, mais par contre, je le suis dans autre chose, tu vois. Ah, mais ça me pose pas de problème de pas être rigoureuse. Okay. Ça me pose aucun problème. Je sais que je me lasse vite en plus. Ouais. Et j'ai acquis et je développe encore des outils pour compenser ce manque de rigueur. Ouais. Pour, justement, dans mon travail où il y a des choses, bon après ce qu'il y a de pratique c'est que c'est toujours très différent, donc il n'y a pas de rigueur à avoir quoi, à part les factures. Mais c'est pas quelque chose qui me pose problème dans ma vie. Ok, non bah tant mieux. Oui, tant mieux. C'est pas du tout. Non parce que même le sport, je suis pas rigoureuse, mais en tout cas j'aime découvrir, donc bon là si à un moment si tu veux, la rigueur c'est bien, mais il faut pas que ça tombe dans la rigidité. Tu vois, moi il y a des gens des fois qui ont des plannings, des agendas avec beaucoup de gens qui travaillent sur la productivité, l'organisation, blablabla, et ils vont mettre des blocs-temps avec là, tous les lundis matins, je fais ci, ça, là. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça, parce que tu vois, je fonctionne beaucoup avec mon énergie, mon envie du moment. Et si à un moment j'ai besoin de faire un truc mais que je sens que c'est pas le jour, que je décale, c'est ok. Et pareil, tu vois, pour le sport, moi qui fais du yoga, il y a des moments où je vais être hyper dans l'autodiscipline, hyper rigoureuse, très régulière. Et des fois le corps il a pas envie. Donc si t'en fais une fois au lieu de 5 dans la semaine, c'est ok. Si t'en fais pas pendant 3 semaines, c'est ok. Et des fois t'en fais tout le temps. Parce que je sais pas, à partir du moment où tu trouves ton juste équilibre, tu vois, pour moi c'est ok. Chacun comme voilà, parce que les personnes qui sont très carrées, qui prévoient les trucs. Moi je suis assez admirative de ça. Je me dis waouh, comment on peut être aussi organisé. Enfin je veux dire c'est cool. Ça te laisse aussi peut-être plus de temps sur de l'imprévu. Ça peut laisser du temps quand t'es bien organisé effectivement. Après organisé dans quoi ? Là c'est encore un autre débat. Si
Si t'es organisé dans des trucs, tu remplis ton temps de rien du tout, voilà, c'est une chose. Mais c'est bien aussi, mais c'est très bien le rien. Non, de rien, non, c'est dans le sens où je connais pas mal de gens qui vont beaucoup travailler, qui vont plus valoriser l'effort que le résultat, et qu'il y en a beaucoup d'autres qui travaillent très peu, mais qui vont avoir des résultats beaucoup plus rapides, tu vois. Oui. Donc à un moment, remplir son temps pour se donner l'illusion de travailler, nanana, pour moi, ça sert à rien. Ils aiment leur travail. Non, mais souvent, ce sont des... Alors, quand je dis travail, c'est pas le cœur de métier. C'est des fois perdre du temps sur des choses qui n'amènent rien derrière. J'en connais plein. J'accompagne aussi sur ce genre de sujet. Et bon, je pense à un exemple en particulier. Mais bon, je sais pas si c'est le moment d'aller dans ce sens. C'est pas Moi, le sujet du jour. Je pense que c'est bien à partir du moment où on y prend du plaisir. Alors, ouais, quand je fais des groupes de sophro le soir, alors, en termes de résultats... Je sais pas si on allait vraiment à l'objectif, parce que des fois, c'est plus rigolade entre copines que vraiment... voilà. Donc, en termes de résultats, on va dire, thérapeutiques, je sais pas si vraiment, au terme, il y a quelque chose de vraiment concluant. En termes de finances, bon, c'est clairement, mais pas rentable du tout. Vraiment, c'est pas là-dessus que je tiens mon... mais c'est quand même un régal de moment parce que ce rendez-vous-là, à ce moment-là, c'est un plaisir. C'est ce que j'allais dire, ça dépend de l'intention de départ dans ce cas. Si tu dis que l'intention c'est de passer un bon moment avec mon groupe et de leur apporter quelque chose et que vous kiffez ça, c'est ok. Après moi, quand je pensais à en gros travailler pour rien, j'ai l'exemple de quelqu'un qui démarrait, qui n'avait pas forcément des clients, mais qui va passer 2 jours entiers jusqu'à pas d'heure la nuit à travailler à l'optimisation, à la refonte même d'un espace client, d'un truc de, comment on appelle ça, un espace partagé pour des clients qui n'existent pas. Mais en fait, ce temps que tu mets là-dedans, tu peux le mettre plutôt sur ta com, ta stratégie, ou te faire connaître, te rendre visible pour avoir des clients. Après, tu as un outil, il n'est pas parfait, mais en fait, tu y bosses pour rien, tu vois, c'est plus dans ce sens que je dis ça. Mais par contre, pendant ce temps-là, la personne n'est pas dans son cœur de métier. Toi, dans ton cas, t'es dans ton cœur de métier, tu as l'intention de « je suis là pour le plaisir, pour le partage, pour la connexion avec les autres ». Et tu vois, c'est totalement différent. Après, il y a aussi le truc du... Moi, l'objectif, c'est la différence vraiment entre nos deux cœurs de métier. Moi, l'objectif, je sais où je vais, mais ça va pas être forcément je vais pas y aller de façon pertinente, rapide et efficace parce que dans mon travail ça va être rapide, pertinent et efficace. C'est exactement ton cœur de métier. Moi dans le mien il y a une notion derrière d'autonomie, de travail, d'introspection qui fait que on va faire des détours. Mais en tout cas, je fais des trucs un peu... En fait, l'idée, c'est que les gens se débarrassent de moi à vie, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs quand les gens viennent nous voir. Bon, moi, l'idée, c'est aussi d'accompagner les gens et qu'à un moment, ils soient autonomes, qu'ils puissent avancer sans moi derrière. Oui, mais bon. Oui, mais c'est plus sur des trucs... c'est pas les mêmes... tu vas pas travailler sur des phobies ou des choses comme ça. On va pas être sur les mêmes, les mêmes personnes, les mêmes problématiques, c'est ce que je veux dire. Et donc, du coup, moi, dans les problématiques que je rencontre, je pense que c'est bien de tortiller un peu. Mais des fois, il faut. Enfin... Ouais, après, même pour les propres freins, j'imagine que tu as ça aussi, toi, avec les personnes que tu accompagnes, où il y a des personnes, tu as capté ce qui allait pas, mais tu sens que c'est pas le moment de lui dire parce qu'elle est pas prête. Il y a peut-être besoin de passer par un autre chemin, faire des détours, revenir en arrière, et à un moment... et c'est là où moi, l'objectif... dans la douceur. Je cherche plutôt le pourquoi, à quel moment je peux, on va dire, déverrouiller certains freins, pourquoi cette personne n'est pas prête à entendre, parce qu'en gros, ma vie me convient pas, je veux que ça change, mais je veux rien changer. Bon, bah là, ça colle pas, mais ok, pourquoi tu veux rien changer? Et donc, c'est là que j'essaye de déverrouiller, je sais pas comment on peut dire. Mais je sais plus où je suis partie à la base, je parle trop, on s'est encore emballé, Yasmina, on est encore partie. Comme d'habitude, en arborescence, on va dans tous les sens. Mais du coup, bon, on va revenir aux défis, les défis, les obstacles de l'entrepreneur. Donc toi, en fait... pour dépasser tous ces obstacles-là, ces défis auxquels tu as dû, et tu fais encore face comme tout entrepreneur, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Donc tout à l'heure, tu as dit que tu as quand même pu faire appel à des ressources extérieures, ta meilleure amie par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis justement de dépasser toutes tes peurs, les défis que tu as eus en fait, tout simplement? Ah oui, après je suis plutôt bien entourée, je pense. Mon mari aussi. Ok. Alors autant dans la provocation, parce que lui il peut être tantôt dans le soutien, mais il faut pas qu'il panique. D'accord. Mais du coup quand il panique et que je le rassure, moi ça m'oblige à adopter une posture
où non, là je suis sûre de moi et j'y vais. Et quand c'est moi qui suis un peu plus dans les doutes, ou c'est lui qui me dit mais vas-y, t'es faite pour ça, enfin, te pose pas de questions, c'est évident t'as que quand c'est même ta un branche, soutien une impulsion extérieure. Oui, je suis très très bien soutenue, et même des personnes, une personne que tu connais par intermédiaire des réseaux sociaux, une sophro à Toulouse, j'ai le droit de dire son nom. Si tu veux, allez, faisons la pub. On fait la pub à Pauline Catalo. Du coup, elle sera obligée d'écouter l'épisode. Et de le partager. Pauline Catalo, avec qui, du coup, on a beaucoup échangé au niveau de la sophrologie. Et en fait, on a fini notre formation, on s'entendait bien, paf, ça c'est un peu... on a fait chacune nos vies. On a repris un peu contact pour des choses perso, en fait, mais pour des accompagnements. Chacune a fait appel au service de l'autre. Parce que pendant la formation, il y avait une espèce d'admiration mutuelle pour des qualités que l'une a et pas l'autre, et vice-versa. Enfin bref. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait une espèce de supervision mutuelle où on échange énormément, autant sur le travail, sur notre vision des choses. Alors, elle fait vraiment de la sophrologie, et de l'EMDR, elle est praticienne en EMDR. Et elle est passionnée vraiment sur tous les types d'accompagnement, mais elle est spécialisée dans les traumas. Ok. Et du coup, enfin spécialisée dans les traumas, elle fait d'autres choses aussi, mais les traumas, je pense que c'est son génie, comment tu disais, c'est sa zone de génie. Et du coup, le fait d'échanger avec elle, il y a des trucs où moi ça me rassure. Et des trucs où elle me rassure. T'as une vision toujours extérieure. Tu sais, des fois, quand on est seul dans notre quotidien, on a des œillères. Et quand tu t'ouvres un peu et que t'es dans l'échange, dans le partage, et que tu connectes avec d'autres personnes, déjà t'as un soutien, une impulsion extérieure, mais en même temps elles te font voir les choses d'une autre façon, tu vois, sous un autre angle. Dans mon travail. Mais toi aussi, tu m'as aidé sur ça. Oui, tu m'as dit que je t'ai aidé. Enfin, moi, je t'ai aidé depuis cool sur le monde de la tête. Alors, on va parler justement de lâcher prise. Grâce à toi, j'ai appris vraiment à lâcher prise. Tu sais, comme je t'avais dit au début, j'avais vraiment très peur quand je me lançais juste à la création de mon entreprise. Et j'avais commencé... alors, les tout premiers services que j'avais mis en place pour commencer à me faire connaître tranquillement avant vraiment d'avoir des coachings, c'était des ateliers. Donc j'avais fait une série d'ateliers sur la première année. Je crois que sur la première année, j'en ai fait 15, dont 4 avec toi. Et je sais qu'au début, mais je mettais un temps fou juste pour préparer un seul atelier. Il fallait que ce soit extrêmement carré. Fallait pas que... En fait, c'était tellement bien noté dans tel ordre, faut que je fasse les choses, etc. Parce que j'avais peur de sortir du truc, enfin que ce soit un peu le désordre quand j'anime mon truc. Et au final, j'étais encore au tout début, j'avais pas encore confiance en moi, je savais pas si j'allais savoir gérer un groupe, etc. Et en fait, toi, t'es arrivé avec... pour réveiller ce côté spontané, naturel que j'avais en moi, et que peut-être j'étais rentrée dans un truc rigide, blessure d'injustice. Je suis toujours en train de te tacler là-dessus, je suis moche, c'est pas bon. Mais c'est vrai. C'est vrai, je sais que même certaines clientes me disent mais au début on a l'impression que t'es carré, t'es rigide, mais quand on te connaît dans la vraie vie, en fait t'es souple. Oui. Ouais, je pense que j'ai les deux facettes. Je parlais d'avoir les deux facettes. Et du coup, tout ça pour dire, avec toi, en fait, je me suis un peu lâchée dans le sens, tiens, on va faire des vidéos, tu vois, j'osais pas, quand on parle du regard des autres, la peur du jugement, me mettre peut-être en vidéo, face caméra, sans story ou ce que tu veux. Peut-être que je me suis permise beaucoup plus de spontanéité et de naturel pendant les ateliers où je connaissais mes grandes lignes. J'avais compris que je maîtrisais mon sujet, que j'avais pas besoin de prendre des notes. Voilà. Et que ça se faisait aussi en fonction de comme ça venait dans le groupe, des échanges, et qu'on pouvait pas tout prévoir, et que je faisais avec ce qui venait, quoi. Et clairement, avec toi, j'ai lâché prise. Et je sais que par rapport aux vidéos, je sais que ça avait beaucoup plu, toutes les vidéos qu'on avait faites. Et on m'a dit, mais... Ça n'a pas réussi à nous décrédibiliser, tu vois. Mais on m'a dit, c'est trop bien, en fait, tu montres pas trop qui tu es vraiment, en fait, t'es cool. Donc, j'ai lâché prise. Je suis sortie de mon mental, tu vois, c'est un sujet en plus de notre atelier prochainement. Et en lâchant prise, j'ai réussi à, déjà, moi, me mettre moins la pression. Et derrière ça, à accéder plus à, tu vois, quelque chose de plus intuitif, de moins rationnel, et au final qui est plus vrai, tu vois, plus authentique. Plus authentique. Ouais.
Après, tout ça en mettant un tutu avec des oreilles de lapin, ça a été magique. Exactement. Après, moi, j'étais pas scolaire du tout. Avant. Avant, j'étais pas du tout scolaire. Et effectivement, le côté atelier où on apprend là où ça va, plutôt que de on suit un programme. Ça, moi, je suis incapable. Incapable. Et même en le produisant, enfin, je sais à peu près où je vais. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, tous nos ateliers, on a l'objectif. Mais on sait pas par où on va y aller. C'est pas français, ça. On sait si, je comprends. On va y aller, tu as la destination, mais tu connais pas le chemin. On sait pas par où ça va passer. Et puis en plus, souvent, l'atelier, il est tellement animé par les gens qui viennent à chaque fois. J'ai hâte. Mais oui, carrément. Et du coup, si tu devais parler toi, est-ce que tu as toujours écouté ton intuition? Parce que tu me parles du côté pas trop carré, très... t'avances au feeling au final. Donc toi, ça a toujours été très dans l'intuition ou t'avais quand même une part de rationnel, de raisonnable dans ta façon d'aborder les choses, tes projets? Je pense que ma part rationnelle, c'est mon mari. Ok, d'accord. Il est toujours présent. En fait, quand il y a des trucs, quand j'ai des opportunités, alors dès qu'il faut calculer la rentabilité, le ci, le mi, alors moi déjà, il y a des chiffres. Je lui demande. En fait, c'est un peu mon secrétaire. Après, même au-delà des chiffres, c'est aussi, tu sais... Quand tu as besoin de prendre une décision, prendre un risque, choisir un projet plutôt qu'un autre, une stratégie plutôt qu'une autre, tu vois, pour te faire connaître. Ça, c'est vraiment le feeling. Il est pas forcément toujours très bon. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de conséquences désastreuses. Mais parfois, quand j'ai des grosses décisions à prendre, dernièrement, il y en a eu une. Et j'ai écouté la raison. Bon, il s'est avéré finalement que j'aurais pu écouter mon intuition, mais la raison, tout me portait à croire que c'était une arnaque, le truc, en fait. Tout me portait à croire. Alors, en même temps, on est venu me voir en me disant vous. Ok. Bizarre. Je pense savoir à quoi tu penses. Et du coup, en fait, je regrette pas parce que j'ai pas besoin de ça, en fait, aujourd'hui. C'était pour de la com. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Donc, il n'y a aucun regret. Mais effectivement, la part rationnelle disait... prise de risque avec pas tant de bénéfices au vu du besoin d'aujourd'hui, en fait. Et puis je reste là-dessus et en fait, une fois que je suis décidée sur un truc, ça me pose pas de problème d'avoir tort et de recommencer plus tard, parce que c'est toujours possible. Mais voilà, mon intuition me disait que peut-être que pour une fois, oui, je peux me laisser entendre que c'est moi qu'on peut. Oui, peut-être vrai. Bien sûr. Et là, c'était pas forcément, c'était pas à Brive en plus, c'était pas notre commune, enfin bref. Et peu importe en fait. Mais oui, généralement, les décisions, c'est dans l'intuition, ou même de changer de cabinet. Enfin, je suis restée toujours au même cabinet qui est très très bien à Malmort. Mais j'ai changé de bureau. J'ai pris le bureau du chef maintenant. Et même ça, c'était un petit coup de... Parce que au début, il m'était prêté gratuitement 2 jours par semaine. Sauf que après le confinement, la personne qui m'a passé le bureau est revenue de son congé mater. Donc j'avais plus... parce que j'étais la reine la reine du pétrole. Moi, j'avais tous les locaux, j'avais tout pour moi toute seule gratuitement. Donc j'ai aussi beaucoup de chance pour ça. Et puis après, du coup, j'ai loué le bureau d'à côté. Et puis après, j'ai loué le grand bureau. Mais c'est vrai que je me posais pas trop la question de rentabilité, de est-ce que tu as assez de suivi pour pouvoir rentrer dans tes frais. D'accord. Non, je me dis, j'ai calculé vite fait. C'était juste pile poil. Je me suis dit, ça va le faire. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, ça peut être un challenge, tu vois. C'est ce côté, je trouve, l'équilibre entre la part rationnelle... l'intuition, on dit que l'intuition a toujours raison. Tu vois, des fois on prend des décisions et après on se dit ah là là, en fait j'aurais dû écouter mon intuition, du coup je me suis trompée. Et comme des fois on a peur d'écouter son intuition parce que derrière au final on se dit si je l'écoute alors que je ne peux pas l'expliquer de façon rationnelle, qu'est-ce que ça va impliquer comme conséquence si je me trompe, donc on revient à la peur de se tromper, etc. C'est là où dans l'atelier qu'on va faire sur l'intuition, je vais te contredire là-dessus. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment, faut trouver le juste équilibre. En fait, les deux, il y a besoin des deux. L'idée, c'est d'aller trouver le bon équilibre. Et ça, c'est un sacré challenge que je pense que nous, on rencontre vraiment. Ça dépend dans quel domaine aussi, parce que des fois, il y a plusieurs façons d'aborder l'intuition. Donc, du coup, on verra à nos ateliers. Où, je sais pas si tu as regardé la version dont je te parlais, il y avait la physique. Et la version psy, non, d'accord, bon. Du coup, selon où mais c'est ça qui est génial, c'est que nos ateliers, c'est des débats, c'est accueillir tous les points de vue, il n'y a pas une seule vérité. Et d'ailleurs, on commence en disant aux gens, en fait, il n'y a pas à avoir peur de se tromper, de se ridiculiser, il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérité que de personnes. C'est en fait ouvert au débat et chacun
chacune des personnes présentes s'ouvre à différents points de vue, tu vois. Et ça qui est génial, c'est de se nourrir des autres et de voir... c'est ce qui fait la différence avec des conférences. On arrive avec nos connaissances, mais finalement on repart, nous, plus enrichis. C'est ça, c'est participatif, c'est collaboratif, et puis chacun a son truc à apporter. Et c'est ça qui est génial, tu ressors, t'es méga reboosté, et avec des outils aussi, des points de vue qui sont là justement aussi pour t'aider à évoluer sur toi, sur plein de choses, sur tes problématiques, tes défis, et ça qui est top. Mais du coup, si je devais résumer, en gros, en tant qu'entrepreneur, on fait souvent face à des défis du genre l'estime, la confiance en soi. On peut des fois se mettre un peu trop de pression sur des injonctions qu'on a envie de suivre qui font que on va pas lâcher prise, on va pas écouter ses réelles envies, besoins, son intuition. On peut aussi avoir tendance peut-être à se cacher derrière des peurs, être dans de l'immobilisme, pas passer à l'action. Et justement parce que nous, en tant qu'entrepreneurs et en tant que personne, ce sont des choses qu'on a connues, sur lesquelles on a évolué. On a envie de mettre à profit ces expériences-là pour les autres, grâce à ces ateliers. Donc, on résume brièvement juste les thèmes. Oui, les ateliers. Donc, du coup, le premier atelier, c'est sur les peurs. Oui, c'était ça. Alors, on a l'atelier sur les peurs. Alors, les peurs, on débriefe un peu quand même sur... si tu veux. Qu'est-ce que c'est la peur, qu'est-ce qui se passe dans le corps, parce qu'il y a tout des deux côtés, donc je ne sais pas. À quoi ça sert et à quoi ça dessert. Exactement. En gros, c'est une émotion. Si elle est là, c'est pas pour rien. Elle a une utilité. Donc, on a besoin de l'écouter. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et de comprendre que certains de nos comportements viennent justement de cette peur-là, ça peut être quelque chose qui change pas mal de choses dans nos vies, où on se dit voilà, souvent on s'en rend pas compte. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que les personnes, enfin bon, après on a déjà des inscrits donc ça va, mais c'est difficile de se rendre compte qu'on est freiné par les peurs parce qu'en fait on ne s'en rend même pas compte. Exactement, c'est ça en fait, c'est de conscientiser que si tu procrastines, si tu es dans l'immobilisme, tu as 10 000 projets mais au final tu fais rien, si tu es tétanisé par le regard des autres, tu as besoin de faire connaître ton activité, mais tu n'as pas envie d'être visible, parler de tes offres, de te montrer sur les réseaux sociaux, aller à la rencontre, je sais pas, dans des trucs de networking, rencontrer d'autres personnes, etc. C'est que, des fois, on met pas le mot peur, mais ça peut être le mot j'ai pas confiance en soi, ça peut être l'anxiété, de l'appréhension, mais c'est important de conscientiser ça, de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? C'est lié aussi du coup à la confiance en soi, à l'estime de soi. Le deuxième atelier. Exactement. Le troisième, je ne sais plus. On n'a pas mis nos flics là-dessus. Le deuxième, c'est pas grave. De toute façon, on mettra un récap. Oui, on va faire ça. On va mettre un récap et ça va le faire. Et la confiance en soi, c'est tout à l'heure quand tu disais ce qui est pas mal, ce qui vraiment va être le cœur de l'atelier, quand tu parlais de ton suivi qui se considère comme trop fatigante et qu'en fait est un rayon de soleil. Vraiment, c'est de faire la lumière sur notre part d'ombre, parce qu'en fait elle est utile aussi. Quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un de déterminé. Il peut y avoir, après tout excès est mauvais certes, mais de comment gagner confiance en soi, comment se valoriser en fait. C'est ça, en fait, ce qu'on peut considérer comme un défaut peut au final être une qualité en fonction de comment c'est utilisé et dans quel contexte. Donc c'est important de se dire au final top. Après c'est aussi travailler à conscientiser toutes ces forces, ces qualités, parce que des fois on a des ressources en nous qui nous semblent tellement naturelles. Oui, on pense que tout le monde que c'est normal. C'est vrai. Tout le monde a ces capacités-là. J'ai beaucoup de mes suivis qui sont comme ça, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal. C'est toi, t'es super fort là-dedans, mais peut-être pas l'autre personne. C'est ça. Donc il y a ça, et aussi arriver à accepter toutes ces facettes. Tu sais, quand tu disais on n'a pas le même comportement selon le contexte ou les personnes qu'on a en face, et d'accepter toutes les facettes qu'on a, et que oui, il y a la capacité d'adaptation qui est une force, mais en fait, on n'est pas noir ou blanc, on est tout un tas de choses avec plein de nuances, et c'est ce qui fait la beauté de notre être. Je sais pas comment le dire. Et c'est ce qui fait qu'on est tous complémentaires, un peu comme un peu. Exactement, c'est ça. Et c'est ça. Donc ça, on va travailler là-dessus. Et après, donc il y a le lâcher prise. Se lâcher prise déjà par rapport à la pression qu'on se met quand on n'a pas confiance en nous, etc. Et alors moi, je tiens à préciser que c'est vraiment pour les personnes qui pensent ne pas savoir lâcher prise, qui ne voient pas l'intérêt de lâcher prise. Et je pense que c'est vraiment l'atelier pour ces personnes-là.
qui pensent que c'est impossible et qui comprennent pas l'intérêt. Alors l'idée, c'est pas de vous convertir dans la secte du lâcher-prise, c'est de comprendre comment ça fonctionne et ça peut aider tout en gardant le contrôle, hein, en plus. Exactement. En fait, le lâcher-prise, c'est pour des personnes, justement, tu as dit le mot clé, c'est contrôle. Ce sont des personnes qui vont avoir un mental très présent, beaucoup de pensées. Ça peut être très fatigant quand ça bouillonne d'idées, de pensées, Et puis ce besoin aussi de maîtriser, contrôler les choses. Mais ça rassure. Ça peut amener une impression de sécurité. Sauf que des fois, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser à 100%. Et il est important d'arriver à comprendre qu'il y a des sphères sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Enfin, c'est l'anxiété dans... Je ne sais pas si tu l'as vu, Vice Versa 2. Alors le 2, je ne l'ai pas encore vu. Alors l'anxiété dedans est magique. On pourrait presque se servir d'exemple pour le lâcher prise. J'irai regarder. Du coup, je regarderai avant l'atelier. Et en gros, de se dire, je ne peux pas agir sur tout. Et c'est aussi pour des personnes, des fois, pour une situation, pour une prise de décision, ils vont avoir presque le besoin d'imaginer tous les scénarios possibles selon la décision qu'ils auraient prise. Et se dire, en gros, si je me trompe, je vais agir comme ça. En fait, il y a des gens qui vont très, 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 très loin dans le contrôle. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent avoir une tendance très perfectionniste, qui peuvent passer beaucoup de temps sur plein de choses. Et en final, c'est mieux d'aller vers de l'optimalisme. J'adore ce mot que du perfectionnisme, de se dire, de toute façon, ce sera jamais parfait. Et il y a aussi ce côté contrôle de l'image qu'on donne, tu sais. Et puis sur les autres aussi. Les personnes qui ont un problème de contrôle sont tellement dans la bienveillance aussi, de vouloir contrôler les autres. C'est ça. Comme toutes les mamans qui ont tendance, enfin toutes, pas toutes, il y en a qui s'en sortent très bien, mais de vouloir contrôler tout le temps, de ce truc, de vouloir toujours anticiper pour les enfants, parce que pour leur sécurité, pour leur bien-être, Et je pense que souvent c'est les parents, la parentalité qui exacerbe ça aussi, mais bon, pas que. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un problème, un besoin de contrôle, mais qui peut devenir problématique à partir du moment où ça impacte sur les autres aussi. Exactement. Mais c'est ça, c'est important de souligner que des fois on a besoin de contrôler déjà notre façon de fonctionner, mais des fois aussi les pensées et le fonctionnement des autres, parce que des fois on n'accepte pas, on ne comprend pas leur façon de faire qui n'est pas la nôtre, qu'on estime au final être la meilleure. Donc en fait, voilà. Toujours, donc ça va être assez large. Nous connaissant, on fera avec ce qui viendra et les besoins, ce qui ressort en fait du groupe. Ça dépend du groupe. Donc de toute façon, il y a tellement de façons de l'aborder qu'on peut pas. Et après le dernier atelier, donc ça concerne donc l'intuition, donc de ce qu'on disait tout à l'heure, de trouver ce juste équilibre. Celui-là, il va peut-être falloir qu'on le travaille parce qu'on a trois grandes. Il va peut-être falloir qu'on sache. On va le travailler. Se mettre d'accord, oui. Oui, non, mais celui-là, je veux dire plus que les autres, dans le sens où. Non, mais dans le sens où. Il y a tellement 3 grands axes que là, pour le coup, il va falloir qu'on organise un tout petit peu cet atelier-là. De toute façon, ça sera organisé et puis on verra aussi ce qui vient. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est vraiment ce débat qui sera ouvert avec les différents points de vue. Et il y aura, je pense, plusieurs angles d'attaque possibles pour cet atelier-là. L'intuition ? Ouais. Ah oui. Et je pense que ça va être vraiment passionnant. Psychologique. Et physique quantique. Exactement. Donc vraiment, il y a 3 définitions à l'intuition. Ouais. Les 3 sont absolument passionnantes. Les 3 peuvent se rejoindre. Tout à fait. Donc, mais vraiment comme ça. Et, ou pas d'ailleurs, parce que ça dépend. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que pour chaque personne, avec ses croyances, ses prismes, sa façon de voir les choses, on pourra adapter ça. Exactement. Exactement. Super. Du coup, j'ai hâte d'y être. Oui. Bon, celui-là, c'est le plus loin. Dans le temps, on a le temps. On vous mettra les dates, du coup, dans la description. En tout cas, ça sera un atelier par mois, de septembre à décembre, tous les ans depuis 2 ans. Et ça va être trop bien. Et du coup, si ça marche, on recommence. Mais bien sûr. Mais ça marchera. Je t'avais dit ça l'année dernière, on s'était tapé un gros fou rire. Non, on arrête. Oui, c'est ça. Si ça marche, on arrête. Non, mais sérieux. Non, c'est vrai que ça avait bien fonctionné. Puis on a eu des très bons retours et c'était très drôle. On a passé de super bons moments. Ouais. Vraiment. Là, on était vraiment dans le fun, le plaisir, le partage, la connexion. C'était dynamisant aussi. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois on est ressorti de là, on était éclatés et en même temps surexcités. C'était trop cool.
Trop bien. Bah, merci Diane pour ce partage parce que tu as quand même parlé de pas mal de choses assez personnelles aussi. Merci. Qu'on partage pas forcément avec tout le monde. Et ça peut être que inspirant pour les personnes qui écoutent. Je sais pas. Mais bien Tu me diras. sûr, c'est une personne inspirante. Alors merci de me faire des retours et de dire que Diane est inspirante Non, et que ne son faites pas ça. parcours Ne faites pas ça. aide. C'est pas la peine. Non, mais du coup, c'est marrant d'avoir plusieurs axes. Et du coup, par contre, c'est un honneur pour moi d'avoir été la première. Ah, the first. Yes. Voilà, donc j'ai ouvert le bal à encore beaucoup d'autres invités, j'espère pour toi. Yes. Je pense que ce sera le cas. Oui, j'ai une liste donc, Ouais. de personnes en tête. Ça sera, quand ce sera le moment. D'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, de continuer à être heureuse. Oh, trop bien. Bah, je te souhaite de continuer d'être heureuse à chaque Merci. instant. Merci, je te le souhaite également. Merci. Voilà, on dit au revoir. Au revoir.